Bienvenue à vous, ici Joris. Voilà, ici une petite vidéo pour faire la présentation finalement d'un tableur que je viens de mettre en place pour faire de la planification de maraîchage. Alors, il s'agit ici à la fois de faire la planification d'un point de vue technique, les techniques de culture, quand je sème quoi, quelle quantité de graines j'ai besoin, ainsi de suite. Et en même temps, la planification économique, le chiffre d'affaires prévisionnel, les charges prévisionnelles, quel sera le résultat, quel va être le salaire que je vais pouvoir me verser, ainsi de suite. Donc, un outil, je pense, être vraiment complet, à la fois pour traiter donc, les aspects techniques et économiques. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur cet outil. Là, dans cette vidéo, je vais d'abord faire un premier balayage très rapide des différentes feuilles qui composent le tableur. Tableur qui peut s'utiliser aussi bien sous LibreOffice, comme je fais ici, que sous Excel. Euh, et puis après, je vais revenir plus en détail sur le contenu de chacun des tableurs pour préciser un certain nombre de points. Allez, on est parti. Donc là, on est sur une première page d'accueil, simplement de bienvenue, puis avec des liens vers des ressources documentaires que je conseille donc, sur les aspects techniques et économiques d'un projet de maraîchage. Et puis ici, je fais une petite description finalement du projet d'exemple, puisque vous avez systématiquement pour chacune des feuilles une feuille vierge et une feuille d'exemple. Donc l'ensemble des feuilles d'exemple étant basé sur un projet fictif d'installation pour une personne qui s'installerait comme ça avec le statut d'exploitant agricole en entreprise individuelle qui emploierait en période estivale un salarié et qui est sur un système globalement de type micro-ferme. Voilà, très inspiré de Jean-Martin Fortier. Alors, donc, on commence par les volets économiques. Vous avez le compte de résultats prévisionnel. Voilà, donc dans les grandes lignes, les composantes du chiffre d'affaires, ensuite les différentes charges. Après, à ça va s'ajouter des aspects type salaire et cotisation sociale. Hop, après, on va mettre d'autres aspects fiscaux et ça va donner au total le résultat d'exploitation. On ajoute un aspect, les frais et produits financiers et on a le résultat courant avant impôt et derrière le résultat d'exercice. Bon. C'est plus parlant tout de suite quand on met des exemples donc, à partir de notre projet. Voilà. Donc avec l'ensemble des chiffres que j'ai mis ici, chiffres comment dire, bah, j'ai pris des chiffres qui sont positionnés ici. C'est des chiffres qui me semblent cohérents par rapport à un projet d'installation type micro-ferme maraîchère, voilà, en se basant sur beaucoup de référentiels technico-économiques que j'ai pu lire sur des projets de maraîchage bio. Après, vous avez le volet amortissement, ce sont les éléments qui constituent finalement le capital matériel d'une activité, les bâtiments, le matériel, etc. Eh bien, on compte en termes de comptabilité, on met en place ce qu'on appelle les amortissements. Ça comptabilise finalement les dépréciations de la valeur d'un bien du fait de son vieillissement au fur et à mesure du temps. Et derrière, l'idée importante derrière, c'est aussi de pouvoir capitaliser des amortissements année après année pour pouvoir racheter le matériel quand le matériel sera hors d'usage et qu'il faudra le remplacer. Voilà. Donc encore une fois, j'ai mis dans mon projet fictif d'installation des exemples d'amortissement. Voilà, voilà. Après, vous avez aussi le plan de financement, c'est-à-dire pour tous les éléments, tous les investissements qu'on va réaliser pour notre projet. Donc, quel est le poste, quel est le montant, quelle est la durée de l'amortissement, quelle est l'année de l'achat, et quelle est la source du financement. Voilà, il y a différentes possibilités. Et d'ailleurs, pour un même investissement, peut arriver qu'on combine différents modes de financement. Donc, il y a finalement 4 grandes catégories. L'autofinancement, financement par des apports personnels ou par le résultat même de l'activité. Subvention, voilà, ça peut être une aide publique. Don, un don d'un particulier ou je mets en place une campagne de don participatif ou encore prêt, sachant que dans le prêt, dans le détail, on peut distinguer prêt personnel, un proche qui me prête de l'argent, prêt participatif, qui est une campagne de financement participatif, ou encore un prêt bancaire. Et si effectivement c'est un prêt avec un taux d'intérêt, on va se poser la question, on va mettre ça ici, et pouvoir après préciser donc les échéances de remboursement. Donc encore une fois, j'ai mis des exemples dans mon projet d'installation qui sont détaillés ici.
Après, vous avez le bilan prévisionnel. Alors, un bilan comptable, c'est finalement une photographie globalement à la fois de ce que l'entreprise possède et ce qu'elle doit, de ses actifs et de son passif. Voilà, c'est développé là-dedans, avec encore une fois un exemple dans mon projet d'installation ici. La trésorerie, ça c'est pour vérifier qu'on ne se retrouve pas dans le rouge à la fin d'une année donnée, qu'on a toujours des liquidités en cours. Voilà, donc encore une fois, exemple dans le projet d'installation. Après, les bases de données, là on bascule sur le côté technique, le côté culture. Donc, pouvoir noter les informations sur toutes les espèces que je cultive, l'espèce, la variété, éventuellement, la famille botanique, données sur les graines, les semaines de plantation, est-ce qu'on est en plein air ou est-ce qu'on est sous serre, quelles sont les distances sur le rang et le taux de germination, etc. Donc là, pour le projet d'ailleurs d'installation, j'ai mis une base de données qui est quand même assez fournie. On a une quarantaine de légumes qui sont développés ici. Après, on a un volet semi-plantation. Donc là, c'est pour pouvoir quantifier espèce par espèce et variété par variété combien de graines j'ai à semer et où. Voilà, alors je vous montre l'exemple ici avec mon projet d'installation fictif, encore une fois. J'ai un artichaut, la variété violet, type de semis, là, c'est du repiquage d'œilleton. C'est un peu particulier à un artichaut. Mon objectif de production, c'est 320 kg. Dans le volet suivant calendrier de culture, on comprendra pourquoi on est arrivé à 320 kg. Je sais que mon rendement minimal en bio, ce sur quoi je peux compter, c'est 0,7 kg au mètre carré cultivé. Donc, la surface à planter, calcul automatique, il faut 457 mètres carrés. OK, et puis après, j'ai les calculs. Ce nombre de planches à implanter, le nombre de rangs par planche, l'écartement sur le rang. Et enfin, un peu plus à droite, c'est la localisation. C'est où est-ce que je vais planter ça. Autre exemple, sur un exemple un peu plus classique, avec du semis avec de la graine. Donc l'aubergine, mettons avec la variété de Barbantane. Je pars sur des plaques de semis avec des trous qui font donc des trous de 61 mm de diamètre. Mon objectif de production sur l'année, c'est 200 kg. Le rendement minimal en bio, c'est 4 kg au mètre carré. Donc, en me basant là-dessus, la surface à planter automatiquement calculée, c'est 50 mètres carrés. J'ai une densité de plantation de 1,6 plants par mètre carré cultivé. Donc, j'ai tant de plants à implanter. Il me faut, et ainsi, après, les calculs sur il me faut tant de graines, et ce nombre de graines, ça représente tant de grammes. Et voilà, donc je sais qu'auprès de mon fournisseur, il va falloir que je commande ici 0,6 grammes de mon aubergine de Barbantane. Voilà, et encore une fois, on trouve la localisation où est-ce que j'ai positionné mes planches d'aubergine dans mon système agricole. Ensuite, on trouve le calendrier de culture, avec les objectifs de production, puis de quantité à produire, le chiffre d'affaires prévisionnel par légume, et après notre semainier, qu'est-ce que la répartition finalement des différentes opérations de culture, semis direct, semis en plaquettes, transplantation, récolte, stockage sur l'année. Alors, encore une fois, c'est toujours plus parlant avec un exemple. Donc, voilà, là, encore une fois, j'ai décliné tout ça. Alors, notez que j'ai mis ici 3 colonnes. Nombre de distributions, nombre de paniers, quantité de légumes par panier. Ça, c'est bien pratique quand vous êtes soit sur un panier à nappe, mais aussi quand vous faites de la vente à la ferme ou de la vente dans un marché, de pouvoir vous baser sur un panier moyen. C'est-à-dire, mon consommateur, en moyenne, il consomme tant de paniers dans l'année, et dans un panier, il aime bien avoir de l'aubergine, etc., etc., etc. Donc, pour ça, on peut composer des paniers. Puis, bon, si vous ne savez pas ce qu'il en est sur un territoire, les habitudes de consommation sur un territoire, il y a de la donnée, vous en faites pas. Les chambres d'agriculture ont de la donnée, les différents réseaux agricoles professionnels aussi connaissent bien les différentes habitudes de consommation, donc peuvent vous renseigner pour aller plus loin. Bon, après, ça, c'est une proposition que je fais. Ici, dans un projet où je pars du principe que tout est vendu
sous forme de panier ou à la ferme. Mais après, on peut tout à fait imaginer que si à un moment donné, vous faites de la vendée, par exemple, à un magasin, bon, très bien, là, c'est un peu différent. C'est au préalable, vous avez négocié une date et une quantité, par exemple 200 kilos d'aubergines, de barbantane à livrer le 13 avril. Bon, très bien, plus besoin de remplir ces 3 colonnes, juste mettre la quantité à produire dans la colonne qui se trouve ici, tout simplement. Bref. Ensuite, on trouve ce qu'on appelle l'assolement. Donc, là, encore une fois, c'est toujours plus parlant avec un exemple. C'est comment j'assure mes rotations de culture, à la fois des cultures commerciales et aussi des engrais verts, qui sont donc surlignés en vert, sur le long terme. Alors, sachant qu'il est quand même plus simple de distinguer les rotations de culture qui ont lieu en plein air et celles qui ont lieu sous serre. Et comme ça, on a une rotation complète, dans mon exemple, entre à la fois mes espèces cultivées et mes ingrédients. Et puis, je trouve intéressant aussi d'avoir un dernier feuillet que je propose d'exemples des différentes étapes liées à une installation. Quand même, sur une installation agricole, c'est énormément de travail. Beaucoup de plans à penser, c'est-à-dire le plan à la fois des commandes de matériel, de graines, etc., les aménagements, toutes les plantations qu'il faut réaliser, toutes les formalités administratives à réaliser, toutes les communications aussi pour faire connaître sa ferme. Donc, ça fait beaucoup. Donc, c'est bien de pouvoir poser tout ça là, comme ça sur un planificateur. Là, je vous ai mis un exemple. Tout est modifiable de toute façon sur ce fichier. Donc, après, vous pouvez faire tout ça à votre sauce si vous voulez. Voilà, bon, ça c'était pour un balayage un peu rapide des différentes parties du tableur. Je vais revenir sur quelques éléments plus dans le détail pour préciser voilà, un peu les points pratiques. Donc déjà, le compte des résultats prévisionnels. Vous avez une première partie pour le calcul du chiffre d'affaires. Alors, à la fois la vente de marchandises. Alors, marchandises, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? On parle de choses, de produits que vous avez achetés auprès d'autres producteurs et que vous revendez. Enfin, de l'achat-revente dans le milieu agricole, c'est assez classique. Vente des produits végétaux, c'est simplement les ventes que vous réalisez de vos propres productions. Vente éventuellement d'autres produits et services. Ici, éventuellement, vous vendez d'autres produits et services sur la ferme. Quand on additionne tout ça, ça nous donne le chiffre d'affaires. Alors, sachant qu'on comptabilise tout ça en hors taxe, hein, je précise. Éventuellement, s'il y a une variation de la production stockée, elle va être positionnée ici, et donc au total, ça nous donne ce qu'on appelle le produit de l'exercice. Ensuite, on va trouver toutes les différentes formes de charges. Alors, dans les charges, on distingue 2 grandes catégories. Hein. Vous avez la catégorie des charges dites proportionnelles, ou encore on appelle aussi charges opérationnelles, c'est-à-dire des charges qui sont directement proportionnelles à votre volume de production. Par exemple, les semences et les plants. Si je cultive 100 kg, mon objectif c'est de produire 100 kg d'aubergines, j'ai besoin de moins de semences et de plants que si mon objectif c'était d'en cultiver 200 kg. Enfin, c'est assez évident. Donc, voilà. Là, on est sur des choses qui sont proportionnelles. Et puis, il y a d'autres formes de charges, qu'on appelle dans le jargon de la comptabilité agricole des charges externes, ou charges fixes, qui ne varient pas ou seulement marginalement voilà, par rapport au volume de production. Par exemple, le loyer, si vous êtes en bail rural, si vous louez du foncier agricole, que vous produisez 100 kg ou 200 kg de courgettes, ça ne va pas changer, etc. Donc, comme ça, il y a tout un ensemble de charges fixes qui sont listées ici. Quand on prend votre produit de l'exercice et qu'on enlève les charges opérationnelles et les charges fixes, ça nous donne donc la valeur ajoutée. Et après, on va enlever alors tout ce qui va être impôts et taxes, frais de personnel salarié, rémunération que vous envisagez, que vous soyez un ou plusieurs associés, et aussi les cotisations sociales que vous payez en tant qu'agriculteur. À ça, même, on ajoute aussi tout ce qui va être indemnité, subvention d'exploitation. Si on touche une indemnité, si on touche des subventions publiques comme, par exemple, le crédit d'impôt pour les exploitations en agriculture biologique. Voilà. Donc, on ajoute tous ces éléments-là et ça nous donne donc l'excédent brut d'exploitation.
À ça, on va pouvoir ajouter d'autres produits d'exploitation, ce qu'on appelle les dotations aux amortissements, les autres charges d'exploitation, si éventuellement il y en avait d'autres. Et ça nous donne le résultat d'exploitation. Et après, on va ajouter l'aspect financier. Donc, si vous avez des produits financiers, donc ça c'est éventuellement si, par exemple, je ne sais pas, moi, vous avez octroyer un prêt à quelqu'un et que vous touchez après des intérêts, dans le cadre de l'entreprise, hein, j'entends, ça peut être ajouté ici. Les frais financiers à long, moyen terme, ça, finalement, c'est essentiellement les prêts. Si vous avez fait des prêts de long ou moyen terme, c'est-à-dire plus de 12 mois, frais financiers à court terme, c'est surtout des cas de prêts, alors là, pour le coup, au moins de 12 mois, et autres charges financières, et si éventuellement, s'il y en a, et ça nous donne, on enlève tout ça, le résultat courant avant impôt. Après, on trouve le quote-part des subventions d'investissement. C'est un terme un peu technique, hein, de comptabilité. Euh, bon, c'est une façon de comptabiliser si vous avez reçu des subventions publiques, donc des aides publiques, pour réaliser certains investissements dans votre système agricole. Voilà. Et donc, quand on ajoute tout ça, ça nous donne finalement le résultat de l'exercice. Bon. Ouais, voilà. C'est un peu complexe, bien sûr, il faut se familiariser. De toute façon, quand on a l'ambition de devenir maraîcher, se familiariser avec au moins les fondamentaux de la comptabilité agricole, hein. C'est à peu près indispensable. Alors, même si on délègue après la gestion de la comptabilité à un comptable, d'ailleurs, parce que c'est par exemple ce que j'ai prévu dans ce projet d'installation, vous avez vu, il y a une ligne honoraire de l'expert comptable. Et effectivement, beaucoup d'agriculteurs sous-traitent la question de toute la gestion comptable. Bon, même avec ça, c'est quand même bien d'avoir des notions de base sur donc, les notions de comptabilité. Après, on voit le volet amortissement. Donc, une bonne partie du capital, finalement, d'une entreprise qui se déprécie au fil du temps. Alors, quel montant de la durée d'amortissement d'un élément? Il n'y a pas de durée d'amortissement obligatoire dans le droit fiscal pour tel ou tel élément. Il y a juste des préconisations qui sont données par l'administration fiscale. Je vous ai mis un lien d'ailleurs dans le tableur qui vous donne des préconisations données par l'administration fiscale pour beaucoup d'éléments. Donc, encore une fois, c'est plus parlant avec un exemple. Si je prends le cas, par exemple, de l'irrigation, là, dans mon projet d'installation fictif, on a 5 000 € mis dans l'irrigation. On part sur une durée d'amortissement de 7 ans. L'achat du système d'irrigation, il se fait dès la première année. Et donc, après, j'ai un calcul sur le montant de l'amortissement année après année. Et si je prends la valeur de cet élément-là, donc d'irrigation à la base, et j'enlève après le montant de l'amortissement année après année, ça donne la valeur résiduelle en fin d'exercice qu'on voit ici. Après, vous trouvez le plan de financement. Voilà, j'ai déjà un peu expliqué. Donc, encore une fois, c'est plus parlant avec un exemple. Vous trouvez tel élément, mettons le foncier. Bon, là, dans mon projet, donc je l'ai acheté la première année et je l'ai amené. C'était financé par de l'autofinancement, par un apport personnel. Par contre, mes arbres, mes arbustes, j'ai bénéficié d'une subvention publique et ma serre multichapelle à 20 000 €. Mettons, eh bien, on est parti sur un capital, son coût, c'était de 20 000 €. Alors, quand on ajoute les intérêts, ça nous donne 20 928 €. Je vous ai mis là aussi un lien vers un calculateur en ligne dans lequel on va rentrer le montant de votre prêt, la durée du prêt, le taux du prêt, et ça vous calcule tout de suite automatiquement le montant total avec les intérêts. La durée du prêt, donc là, mettons que c'est 5 ans, on a sur 1,8% de prêt, et donc après, j'ai mis des échéances de remboursement sur l'année 1, l'année 2, l'année 3 et jusqu'à l'année 5. Voilà. Après, on trouve le bilan prévisionnel. Alors, je vais vous montrer l'exemple, encore une fois, c'est toujours plus parlant. On trouve le volet d'abord des immobilisations. Alors, là-dedans, on distingue les immobilisations incorporelles. Bon, comme le nom l'indique, hein, c'est des éléments qui ne sont pas liés à des choses matérielles. Alors, on va trouver éventuellement les brevets, licences et marques possédés par l'entreprise, le fonds commercial ou encore le fonds agricole. Dans certains cas, on trouve ce genre d'éléments dans les entreprises agricoles. Ensuite, on trouve les immobilisations corporelles, des choses matérielles, le terrain, les plantations pérennes, comme les arbres ou les vignes, par exemple, les bâtiments, les installations techniques,
Donc, là, on parle de choses comme l'irrigation, par exemple. Voilà, c'est des équipements. Mais c'est distinct donc des bâtiments qui sont des choses fixes, pérennes dans le temps, en dur. Ensuite, le volet outils, véhicules de transport, matériel de bureau informatique, meubles, animaux. Ensuite, on trouve les immobilisations financières. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça peut être? C'est des dépôts de garantie que l'entreprise a versés, ou encore des sommes d'argent qu'elle a prêtées, ou encore des actions et des titres qu'elle possède. Le total des immobilisations, donc, il est calculé ici. Ensuite, on trouve le grand volet créances, clients et stocks. Alors là-dedans, on va trouver dans les stocks prévisionnels tout ce qui est matières premières en stock, marchandises en stock, produits que vous avez fini mais qui n'est pas encore vendu. Et ensuite, les créances clients prévisionnels. C'est-à-dire des clients de la ferme qui ont acheté des choses à la ferme et ne les ont pas encore réglées, et ce, à la fin de l'exercice, parce qu'à chaque fois, c'est bien à la fin d'un exercice. Bon, là, par simplicité, l'exercice est calé sur les années civiles, donc là, sur la fin de telle année, voilà, on a tel et tel élément. Bref, et donc, quand on additionne tout ça, ça vous donne l'actif total à la fin de chaque exercice. Ensuite, dans le volet passif, on va trouver les capitaux propres. Donc, c'est tout ce qui a été apporté dans le capital de la ferme, les apports en numéraire, donc les apports en argent, les apports en nature, c'est des choses matérielles que le ou les associés ont apporté dans le capital de l'entreprise, de la ferme. Donc, comme un apport en nature, ça peut être comme l'apport d'un outil agricole, par exemple. Le report, à nouveau, donc ça, c'est le résultat de l'exercice, qui va être donc, les choses, c'est-à-dire que la somme d'argent à la fin d'un exercice dont l'entreprise dispose, dont la ferme dispose, et qu'on va reporter à l'exercice suivant. Donc, finalement, c'est une somme d'argent qu'on garde de côté. Voilà. Pour faire face aux dépenses, pour faire face à des imprévus, etc. Et puis, éventuellement, on peut avoir des réserves légales ou des réserves facultatives qui sont prévues dans le statut d'une ferme ou que les associés décident de mettre en place. Bref. Donc, ce donne le total de capitaux propres. Ensuite, on trouve les dettes financières, donc le montant des emprunts en cours, les apports en compte courant d'associés. Il faut savoir que le ou les associés d'une structure peuvent prêter à cette structure dans le cadre de ce qu'on appelle un compte courant d'associés. Ensuite, on trouve les créances, donc les encours des fournisseurs, ce qui a été acheté auprès de fournisseurs, mais pas encore réglé auprès de ses fournisseurs. Et ensuite, les dettes fiscales et sociales, donc le seul débiteur de TVA, si la ferme est soumise à la TVA, impôt sur les sociétés, encore une fois, si elle est soumise à l'impôt sur les sociétés, ce qui n'est pas le cas dans mon projet d'installation fictif, là. Les impôts fonciers, autres impôts éventuels, cotisations sociales des associés, ou des associés, salaire des salariés qui ne seraient pas encore payés, et puis dettes auprès des organismes sociaux liés, encore une fois, aux salariés employés par la ferme. Et après, vous trouvez le volet découvert bancaire. Et donc, quand on cumule tous les éléments, ça donne le total du passif, voilà, qu'on trouve ici en bas. Ensuite, on trouve la trésorerie. Bon, je ne vais pas tout rebalayer, c'est finalement des choses qu'on vient déjà de voir. On trouve le total finalement des recettes, total des dépenses. Donc, on a un résultat quand on fait la recette moins les dépenses, ça donne la trésorerie annuelle prévisionnelle avant que le ou les associés se rémunèrent. Ensuite, mais là, c'est là qu'on positionne la rémunération du ou des associés, voilà, la rémunération prévue qu'on espère avoir. Et ça donne, quand on enlève ça, la trésorerie annuelle finale. Voilà. Et puis, donc, si la trésorerie annuelle finale est positive, évidemment, c'est évidemment ce qu'on cherche à avoir, on va avoir un report de ça sur l'année suivante. Et donc, c'est pour ça qu'on va trouver trésorerie cumulée finale. C'est finalement le fonds d'argent qu'entretient l'entreprise année après année, donc elle dispose dans ses caisses et sur son compte bancaire. Voilà, voilà. Après, donc, on a le volet sur les bases de données, espèce par espèce. Bon, ça, j'ai déjà rebalayé, donc je ne vais pas redétailler. Ensuite, on a le volet semis et plantation.
Donc, si je reprends encore une fois mon aubergine de Barbantane, et on est sur des plaques de semis en 61 par 61 le diamètre de chaque trou. Hein. Si éventuellement il y a besoin d'un semoir pour une espèce comme mes carottes, par exemple, je le précise et je précise aussi le type de semoir que j'emploie, parce que selon le format de graines, c'est vrai qu'on peut utiliser plutôt tel semoir ou tel semoir. Ensuite, je utilise mon objectif de production là, que je suis allé prendre au niveau de mon calendrier de culture. J'ai pris le rendement minimal en bio, et donc ça me calcule la surface à planter. La densité de plantation, c'est quelque chose qu'on va trouver sur la documentation technique dans le milieu agricole, de façon générale. Donc, ça me calcule, quand je multiplie ma densité de plantation par la surface à planter, c'est le nombre annuel de plants que je vais devoir implanter. Si je fais mes plants moi-même, se poser la question du nombre de graines et finalement du poids de graines dont je vais avoir besoin. Donc, le nombre de graines de l'espèce aubergine, c'est 225 grammes graines par gramme. On faut compter 2000 graines pour 1000 plants. On part sur un taux de germination des graines à 60%, donc à 0,6. Le nombre de graines à semer est calculé automatiquement ici, tout comme la quantité de graines à semer. Donc, je sais que si, à moins d'avoir déjà le stock ou de produire mes graines moi-même, je sais que pour mon aubergine de Barbantane pour cette année-là, il me faudra 0,6 grammes donc, de semences. J'ai aussi un calcul automatique du nombre de planches à implanter, sachant que je suis en format de planche dans ce projet d'installation qui est à 25 mètres carrés par planche, puisque toutes les planches font 1 mètre de large par 25 mètres de longueur. Ça me mérite d'être simple. Ensuite, on a la précision du nombre de rangs par planche, de l'écartement sur le rang en centimètres, et on voit après la localisation soit de mes graines, si je suis sur un semis direct comme sur une carotte, ou sur l'endroit où je vais faire mes transplantations, où je vais faire mes repiquages de plants. C'est par exemple sur le cas d'une aubergine. D'abord, je vais faire un semis sur ma plaque de semis en serre, puis une fois que le plant est prêt, je vais le repiquer et on se pose la question de bien planifier où est-ce qu'on va le repiquer. Et donc là, je mets S1, P1, P2, c'est-à-dire la serre 1 en planche 1 et planche 2. C'est toujours la même façon de noter. Il y a une partie vivace sur la ferme, donc vivace avec des planches 1 à planche P18 pour l'artichaut. Et pour les jardins en plein air, il y a des jardins donc, de 1 à 6, donc J1 à J6. Donc, par exemple, là, si je prends cet exemple-là, ici, on est sur des bêtes. On est sur le jardin numéro 3, planche 1 et planche 2. Ici, en dessous, je vous ai mis un schéma du projet d'installation pour qu'on comprenne bien, que ça soit très bien visuel. Voilà la composition, l'aménagement du site et finalement pour que les différentes annotations là, sur la localisation des séries qu'on va faire soient bien claires. À noter que pour une même espèce, on peut faire plusieurs séries, surtout sur des espèces dont on veut avoir des récoltes tout au long de l'année. Par exemple, si je prends le cas de la laitue romaine, bien, quand on balaye plus à droite, on voit j'ai prévu de faire 2 séries successives pour pouvoir étaler ma saison de production. Ensuite, on trouve le calendrier de culture. Donc, ici, pour le calcul de la quantité à produire, je me suis basé sur la notion de panier. Par exemple, en partant du principe, si je prends le cas de l'artichaut, que je vais pouvoir en vendre 8 semaines dans l'année, ça marche plutôt bien sur la saison hivernale. On va caler ça en saison hivernale. Là, je suis sur cette année-là, dans mon modèle, je suis sur 40 paniers. Je cherche à commercialiser pour 40 familles et je pars sur un légume par panier. Enfin, un artichaut en l'occurrence, donc par panier. Si je prends le cas de l'aubergine, là, on raisonne non pas à la pièce, mais on raisonne au kilo. Donc, on est sur l'unité, c'est 0, là, on part du principe qu'il me faut 0,5 kg d'aubergine dans chaque panier. Donc, quand je multiplie le nombre de distributions par le nombre de paniers par la quantité de légumes par panier, ça donne ma quantité à produire. Voilà.
Là, c'est pour tous les systèmes qui ne fonctionnent pas panier. Donc, ça marche bien pour de la map, ça marche bien pour de la vente à la ferme, ça marche bien pour la vente au marché. Et puis, bon, par exemple, si vous faites c'est plutôt sur du prévisionnel, sur la vente à un professionnel, vente à un restaurant, vente à un établissement scolaire, vente à un magasin, par exemple, eh bien, pas besoin de raisonner par panier. Vous avez négocié avec le professionnel telle quantité à telle date. Donc, là, pas besoin de remplir cette partie-là, juste vous rentrez directement la quantité à produire, tout simplement. Et après, quand je multiplie le prix qui est dans la base de données par la quantité à produire, ça donne mon chiffre d'affaires prévisionnel par légume. Voilà, voilà. Et quand je fais le total de tous les chiffres d'affaires prévisionnels, ça donne mon chiffre d'affaires prévisionnel total pour l'ensemble de mes productions. À noter que j'ai aussi mis une rubrique pour les engrais verts, parce qu'on n'est pas sur le même type de raisonnement, c'est un raisonnement un peu plus simple. On n'est pas sur un objectif de création de chiffre d'affaires, on n'a pas d'objectif de rendement à commercialiser, j'entends, pour les engrais verts. Juste, on a besoin de pouvoir bien caler les dates de semis et les dates de fauche. Voilà, voilà. Donc, à chaque fois, pour une espèce, on a, avec un code couleur, les différentes opérations. Donc, si je prends le cas, par exemple, là, de mon aubergine de Barbantane, on a, dans ma zone, la zone où est située ma ferme, ma fenêtre de tir, pour ainsi dire, pour le semis en plaquette, c'est de la semaine 1 à la semaine 13. Bon, ok, donc c'est d'où le fait que ça soit colorisé comme ça, avec cette couleur, avec la semis en plaquette. Après, j'ai noté SP. Ça, c'est pour, une fois que j'ai fait toutes mes plages, c'est pouvoir me dire exactement, OK, maintenant, à quel moment exactement dans mon année, je vais faire mon semis en plaquette de mon aubergine de Barbantane. Et finalement, pour avoir une vision très précise sur les 52 semaines de l'année, quand je fais telle et telle opération. Et aussi, l'idée avec ça, c'est aussi de pouvoir étaler le travail. Me dire que telle semaine, en semaine 4, allez, je fais telle et telle variété, et puis sur la semaine 5, telle et telle variété, et ainsi de suite. Voilà. Donc, pour éviter finalement d'avoir beaucoup de travail, une surcharge de travail à monter, et puis des moments où on a beaucoup moins de travail. Finalement, chercher à lisser la charge de travail sur l'ensemble de l'année. Et après, on trouve le volet assolement pour bien prévoir nos rotations de culture, y intégrer aussi nos engrais verts. Voilà. Bon, voilà, voilà. Et après, comme j'ai déjà mentionné, on trouve un onglet avec un exemple de phasage. Il fait toutes les différentes opérations qui sont liées à un projet d'installation. Il y a beaucoup de choses à penser, à coordonner, donc c'est bien comme ça d'avoir une vision globale. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça aura été clair. Et donc, le tableur est retrouvé sur mon site internet. Voilà, voilà. Bon, écoutez, en tout cas, j'espère que ça sera un outil précieux, utile dans vos projets. Et puis, je vous souhaite bon courage précisément dans vos projets. Et puis, à très bientôt.